Bonjour, c'est l'heure de mon live du mercredi soir à 18h30. Je suis très contente de vous retrouver, comme tous les mercredis, pour vous raconter des belles histoires du vin, du bon vin, évidemment. Alors aujourd'hui, on a prévu, vous avez dû le voir, on a prévu de parler des cépages autochtones. Voilà. C'est le jour du live sur les cépages autochtones. Voilà, bienvenue à tous, je suis très contente d'être là. Et pour rappel, je suis Marie-Dominique Bradford, je suis la fondatrice de 3x20, la première box de vin en France, qui propose à ses abonnés des vins qui sortent de l'ordinaire, des vins de petits producteurs. Et vous allez voir que le live d'aujourd'hui est tout à fait raccord avec la philosophie de la maison, puisque notre objectif c'est vraiment de faire découvrir des vins qui sortent des sentiers battus et utiliser des vins qui viennent de cépages autochtones est tout à fait dans cette ligne-là, de faire sortir les gens des sentiers battus pour découvrir autre chose. Alors, autochtone, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, en fait, j'ai cherché dans le dictionnaire. J'ai cherché dans le dictionnaire qui me dit que autochtone veut dire originaire du pays où il habite, dont les ancêtres ont vécu dans le pays. Et quand j'entends ça, je me dis que ça correspond absolument parfaitement bien aux cépages, parce que pour les cépages, c'est exactement la même chose. Les cépages indigènes, autochtones, on les appelle aussi indigènes. Ce sont des cépages qui ont leur histoire bien ancrée dans le paysage. Alors c'est vrai que on vient d'un pays où le vin a une histoire très 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 ancienne, donc forcément l'implantation de certains cépages y est vraiment ancienne, et on peut dire qu'avec le temps, ils ont trouvé un peu leur endroit de prédilection, et s'ils y sont toujours, c'est qu'il y a une raison. On va y revenir. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on retrouve le pinot noir en Bourgogne, qu'on retrouve le chenin dans la Loire, le vermentino en Corse, et tous ces cépages qui sont là depuis longtemps, en fait, qui ont toujours existé depuis que leurs appellations existent, et depuis qu'on arrive à reconnaître ces vins par leur typicité. Pensez aussi au Tanat à Madiran, au Loin de l'œil à Gaillac, ou au Pacheringue du Vic-Bilh aussi. Il y a vraiment une sorte de patrimoine de cépages qui est absolument faramineux, comme la Négrette à Fronton et plein d'autres dont je vais vous reparler. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sont des cépages qui sont ultra adaptés à l'endroit où ils poussent. Ils sont une adéquation entre le sol et le climat qui donne une vraie typicité. Et si on les plantait ailleurs, on n'aurait pas forcément des mauvais vins, hein, c'est pas le sujet, mais on aurait une vraie autre typicité qui ne ressemblerait pas à celle de son endroit, de son berceau d'origine. Et puis, les appellations se sont un petit peu emparées de ces cépages pour essayer d'ancrer précisément cette typicité dans les AOC. Par exemple, pensez au Chablis, par exemple, c'est écrit dans le décret d'appellation, il faut que ce soit 100% chardonnay. Ça, c'est comme ça. C'est écrit dedans, et on ne va pas s'amuser à planter du chenin à Chablis pour essayer de faire un peu différemment des autres. C'est pas le but. Ou bien Saumur-Champigny, par exemple, qui doit comporter 85% minimum de Cabernet Franc. Le reste, c'est parfois du Cabernet Sauvignon, mais qui n'est pas originaire du même endroit. Donc le Cabernet Franc doit être là. On l'appelle d'ailleurs même breton dans la Loire, et il doit être à 85% minimum pour être sûr que tous les Saumur-Champigny respectent cette sorte d'identité, de typicité. Donc c'est important de savoir ça, mais
les cépages dits indigènes, les autochtones, hein, les habitants depuis le début, sont de véritables trésors. Ce sont des trésors parce qu'ils ont une personnalité qui est forte. En fait, ils ressemblent vraiment, ils ont la gueule de l'endroit où on les trouve. Pensez notamment au romorantin, ce cépage qu'on trouve dans la vallée de la Loire, à côté de Cheverny, en appellation Cours-Cheverny. Et ça, c'est un cépage qui a été implanté par François Ier, qui était allé le chercher en Bourgogne, et qui aujourd'hui fait, il n'y a que 80 hectares de ce cépage-là en Cours-Cheverny. Ben, ça fait des vins qui ne sont pas pareils que Cheverny, alors que deux parcelles peuvent effectivement être très très proches l'une de l'autre, mais on ne retrouvera pas du tout la même typicité, parce que même si on est au même endroit, même si on est sur le même type de sol, eh bien, la typicité du Cours-Cheverny sera très très liée à son cépage qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et ça, c'est une force. Quand je dis trésor, c'est vraiment ça. On les appelle des cépages modestes aussi, ou même des cépages anciens, un peu comme les légumes oubliés, vous voyez, ce genre de... C'est un peu dans la même idée finalement. On retrouve ça. Le Pinot d'Aunis aussi, c'est une belle histoire. En Anjou, il y en avait presque plus de ce cépage qui est hyper poivré, qui est reconnaissable parmi 1000. Et il y en avait presque plus. Donc une poignée de viticulteurs qui se sont un peu remués en disant on est en train de perdre l'héritage de ce cépage qui est hyper important dans notre région, et quel dommage, on va vraiment, ça va être une espèce éteinte et qui serait vraiment dommage. Donc à plusieurs, ils ont mutualisé leurs efforts et ils ont réussi à replanter suffisamment de Pinot d'Aunis pour être sûr que ce ne sera pas une espèce disparue. En tout cas, elle était en voie de disparition et maintenant elle est sauvée grâce à quelques valeureux vignerons qui n'ont pas eu envie de voir disparaître ça. Il y a aussi dans les Hautes-Alpes par exemple, il y a un cépage qui s'appelle le Mollard. Et ça, c'est pareil, c'est grâce à une personne qui y a tellement cru, qui n'a pas voulu céder aux sirènes de la Syrah ou des cépages qu'on appelle améliorateurs, et qui aurait pu détrôner un cépage qui était là depuis très longtemps et qui en fait est hyper adapté au climat, au sol, et qui a sa propre identité, et ce serait vraiment hyper dommage. Et c'est le père de Laetitia Allemand, qui est maintenant aux commandes, Laetitia, de son domaine, et qui croit dur comme fer, et qui participe à tous les colloques imaginables sur le sujet pour défendre la typicité de son cépage, le Mollard. Il y a aussi dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest, il y a plus de 200 cépages autochtones. Il y en a même dont moi, j'ai jamais entendu parler. Mais c'est incroyable de voir la force de tout ce qu'on peut trouver. Alors, en les assemblant, parfois ils sont dans la même parcelle, ils sont complantés. Dans la même parcelle, parce que ça se faisait comme ça dans le temps. On plantait même des cépages blancs et des cépages rouges. Ça permettait ça permettait surtout de ramasser une certaine homogénéité de maturité de raisin, parce que tous les raisins ne mûrissent pas au même moment. Donc ça, c'était une super méthode. Maintenant, on n'a plus le droit de faire ça. Quand on replante la Syrah d'un côté, le Grenache à côté, etc. Mais pas mélanger. Pensez par exemple à l'appellation Châteauneuf-du-Pape, qui autorise 13 cépages dans son AOC. Bon, il y a très très peu de domaines qui utilisent les 13, hein, bien sûr. Mais dans les 13, il y a des blancs et des rouges. Et il y en a qui sont plus du tout en odeur de sainteté dans les cépages autorisés, mais qui sont pourtant hyper importants, parce qu'ils ont soit plus d'acidité, soit ils débourrent plus tard, du coup ils sont moins
moins sensibles au gelé. Ça, c'est la vraie force de ces cépages autochtones, c'est que ils sont hyper résistants et hyper adaptés à parfois les coups de chaud ou les coups de froid qu'on peut voir, comme en ce moment là, les 2 dernières nuits ont été assez catastrophiques dans certains vignobles parce que les bourgeons étaient déjà sortis et parfois même des feuilles. Donc voilà, un coup de -4, -5 pendant quelques heures là-dessus et voilà, c'est vendangé, hein, bien avant que les grappes ne se développent. Donc c'est un petit peu aussi la force de ces cépages autochtones, c'est que finalement avec le changement climatique, avec la sécheresse, avec les coups de gel, avec les taux d'alcool qui augmentent aussi énormément, eh bien, on essaye de privilégier soit les vieilles vignes qui ont des racines très profondes, qui vont aller chercher beaucoup plus profondément la fraîcheur du sol et qui seront plus ancrées et qui vont pouvoir lutter contre soit le chaud, soit le froid. Et qui ont surtout l'habitude d'avoir ces espèces de périodes un peu caniculaires ou alors de froid. Donc c'est intéressant de privilégier ça, et je pense que moi j'entends beaucoup parler du renouveau de ces cépages qui sont à la fois intéressants gustativement, mais aussi qui ont une certaine résistance au changement climatique. Et quand on réfléchit à ce qu'on doit replanter, quand on arrache une parcelle par exemple, eh bien on réfléchit peut-être de plus en plus souvent à replanter des cépages locaux, des cépages autochtones, et moins ces cépages qui sont certes très reconnaissables, très parfois assez même faciles à faire pousser, et qui sont faciles, on va dire, plus que d'autres, et plus reconnaissables, et plus généralement appréciés. Et finalement, on en revient un petit peu, et on voit bien que dans certaines régions, on replante autre chose que les cépages qu'on avait plantés dans les années 50, 60, où on cherchait plus la productivité. C'est vrai que les cépages autochtones sont pas forcément les champions du rendement. Et effectivement, à une certaine époque, c'est pas tellement ce qu'on cherchait. On cherchait pas à faire des petits rendements, on cherchait pas à faire des vins concentrés avec un bel équilibre et beaucoup de fraîcheur. C'était pas du tout le but. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un petit peu changé de style, de goût pour les vins, et la fraîcheur est tellement importante. Donc voilà, c'est intéressant de voir un petit peu ces revirements et ces améliorations qui vont finalement dans l'autre sens, où on va se remettre à chercher plus la typicité que les rendements, que la productivité. Et ça, c'est vrai que c'est hyper intéressant, parce que ces fameux cépages autochtones sont plutôt tardifs, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup d'entre eux dont les bourgeons sortent plus tardivement. Mais 15 jours de différence, ça peut tout changer. Regardez là où il fait si froid cette semaine, alors qu'il a fait un temps estival pendant 15 jours juste avant. Eh bien, les pauvres bourgeons sont déjà sortis. Sur certains cépages, je parlais du Mollard tout à l'heure, moi, j'ai vu aujourd'hui que justement Laetitia Allemand disait qu'elle était tellement heureuse que ces vignes n'aient pas gelé, parce qu'en fait les bourgeons ne sont pas encore sortis, parce que c'est un cépage tardif. Donc tout ça, ça fait que voilà, c'est ce qu'on avait avant qui était problématique, c'est-à-dire un mûrissement difficile. On avait du mal à obtenir des raisins très mûrs, et puis au final ça faisait des vins très acides avec des notes végétales plutôt désagréables. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On revient à ces cépages qui vont mûrir plus lentement, mais de manière plus homogène, et qui finalement auront résisté aux périodes de gel qui sont encore fréquentes depuis 2017, même depuis 2016,
c'est vraiment tous les ans qu'on a ces problèmes de gel. Donc voilà, c'est une manière aussi de favoriser, en favorisant les cépages autochtones, qu'on arrive à ne pas geler et ensuite avoir un mûrissement qui se passe tout doucement, bien progressivement, et on arrive à avoir une maturité optimale, ce qu'on n'avait pas pendant longtemps parce qu'il faisait moins chaud finalement. Donc voilà, c'est un mal pour un bien ou un bien pour un mal, et c'est vraiment formidable. En tout cas, j'arrive pas à ne pas penser à ce qui s'est passé les 2 nuits précédentes, et c'est vraiment, c'est à en pleurer. Comme la nature peut être forte comme ça et anéantir si rapidement un travail de fourmi. Et voilà, mais il n'y a pas, voilà, les cépages plus résistants ne sont pas partout, dans toutes les régions. Et du coup, ça fait partie du métier de vigneron, qui est un métier difficile et qui n'est jamais de tout repos. Voilà, alors, voilà, on parlait de cette vraie typicité qu'on retrouve dans les cépages autochtones. Et c'est vrai que, par exemple, je vous parlais tout à l'heure au moment des AOC, hein, je vous donnais l'exemple de Chablis, par exemple, qui est forcément dans le décret d'application 100% chardonnay. Mais imaginez aujourd'hui, si on avait à revenir dans l'autre sens, ce serait très compliqué. Parce que finalement, les AOC, elles sont déjà écrites depuis longtemps. Et c'est difficile de revenir à ces cépages et de changer un décret. Ça représente trop de viticulteurs différents dans une seule appellation. Donc ce serait vraiment difficile. Donc ceux qui ont envie de remettre certains cépages anciens au goût du jour, eh bien forcément ils doivent sortir de ces appellations. On les a fait sortir des AOC parce qu'ils étaient pas assez qualitatifs, ou bien pas assez productifs, ou trop productifs. Ils avaient voilà, tout un tas de défauts. Et finalement aujourd'hui, on se rend compte que ces défauts sont devenus des qualités. Donc c'est un peu difficile maintenant de faire marche arrière. Donc pour les réintégrer, ça va prendre du temps, et peut-être que la meilleure chose à faire pour maintenant, ça va être de passer en vin de France et de ne pas rester dans le carcan un peu des AOC. Je vois Jacques Lewandowski qui pose une question, qui dit: si on change les cépages, on va changer la typicité des régions. Effectivement, il y a un risque de faire ça. C'est vrai que les AOC ont été créé justement pour que le consommateur s'y retrouve finalement, pour qu'il se dise si j'ouvre une bouteille de je sais pas quoi, un pommard par exemple, je dois retrouver la typicité du pinot noir à cet endroit précis, c'est-à-dire avec le pinot noir très parfumé tel qu'on peut l'imaginer, mais avec la vraie typicité du terroir des terroirs de pommard, parce qu'il y en a plein. Et donc ce sera un vin probablement un petit peu plus structuré que son voisin Volnay, qui sera fait avec le même cépage, mais qui aura une autre typicité, avec un profil plus rond, plus lisse et un peu plus voluptueux. Voilà, on va retrouver ces deux choses. Si on introduit la Syrah en Bourgogne, comme on est en train de l'introduire notamment dans le Beaujolais, bon, c'est pas un cépage autochtone du Beaujolais, donc c'est peut-être pas un bon exemple, mais voilà, si on change un petit peu cette donne, effectivement, le consommateur risque de pas trop s'y retrouver. Après, je suis pas sûre que ça va se faire du jour au lendemain. Vous savez que entre le moment où on décide de planter une vigne et le moment où on va récolter les premiers raisins, qui d'ailleurs ne seront pas forcément ceux qu'on utilisera plus tard, parce qu'il faut un peu de temps pour que la vigne prenne racine et puisse filtrer la vraie personnalité du terroir. Mais évidemment, ça prend du temps. C'est au minimum 4 ans, mais c'est en général
en général bien plus longtemps. Donc oui, il y a un petit risque, mais ça va se faire, ça se fera probablement sur des dizaines et des dizaines d'années, hein, mais je pense qu'on s'y attelle quand même. J'ai par exemple le souvenir des cépages méridionaux, par exemple, qu'on a éliminés assez facilement. Le cinsault, par exemple, on l'utilisait juste pour faire des rosés. Mais aujourd'hui, le cinsault, c'est un peu le pinot noir du sud, parce qu'il a cette acidité naturelle et cette délicatesse, et il ne monte pas en alcool de manière aussi vertigineuse que la Syrah, par exemple, hein, ou que le Grenache. Donc ça, c'est quand même intéressant de voir que on se remet à utiliser des cépages, peut-être pas à 100%, mais au moins en assemblage pour apporter cet équilibre et cette fraîcheur qui est tellement, tellement, tellement importante pour donner l'équilibre. L'équilibre au vin, un vin trop alcooleux, c'est difficile de l'apprécier au bout de plusieurs journées, hein, de plusieurs années par exemple. Donc effectivement, c'est des vraies questions, mais je pense que ceux qui n'ont pas trop dérogé aux sirènes des cépages internationaux s'en félicitent aujourd'hui et arrivent à tirer leur épingle du jeu pour produire des vins qui reflètent la typicité sans d'être écrasés par trop d'alcool, par exemple, parce que c'est quand même un petit peu le fléau dont les vignerons et les vigneronnes se plaignent de plus en plus, hein. Et puis de toute façon, je pense que le marché est prêt aussi à avoir des vins qui ont plus de personnalité. Quand on voit l'émergence des vins avec l'identité parcellaire, c'est un peu sur le modèle de l'Alsace ou de la Bourgogne, voilà, le choix des cépages est tout aussi important pour laisser se refléter ces personnalités intéressantes. On ne boit pas pour boire, on boit pour avoir vraiment du plaisir, pour retrouver des caractères. C'est comme les gens qu'on invite à notre table, ils ont des personnalités différentes. Le vin fait partie des invités à notre table. Et finalement, on a très envie aussi de partager ça et de voir se refléter vraiment ces personnalités. Donc voilà, je pense qu'il y a une carte à jouer, soit bien sûr à rester sur ces cépages qui sont déjà autochtones, hein. On va pas changer la Bourgogne, il n'en est absolument pas question, ce serait terrible. Mais je pense que ceux qu'on a enlevés des terroirs dont on parle peuvent facilement retrouver leur place et se recréer un petit peu une personnalité sans pour autant changer la typicité des vins, mais peut-être de les réintroduire progressivement pour jouer un peu l'innovation aussi et la différenciation. C'est une vraie carte à jouer qui ne serait pas idiot de voir un petit peu plus se reproduire. Voilà, c'est pas grave d'avoir du Carignan dans un vin du Languedoc, du Roussillon ou de la vallée du Rhône. Au contraire, évidemment, il ne s'agit pas de faire des 250 hectolitres à l'hectare comme c'était le cas à une certaine période. Mais si ces cépages étaient là, s'il y avait du Carignan, eh bien, on le garde. S'il y avait de la Licence Bouschet, on le garde, parce que ce sont des cépages, comme le Terret ou autres, qui ont à la fois une vraie typicité, mais qui savent résister, et qui savent lutter, et qui sont probablement les cépages de l'avenir. Et là, je pense que la tendance va un petit peu s'inverser pour réintégrer dans le paysage ces cépages qu'on a arrachés un peu à tour de bras, à tour de prime, à l'arrachage, pour y planter des cépages plus
plus joli, peut-être qu'ils faisaient des vins un peu plus suaves, un peu plus... mais peut-être qu'ils ont aussi gommé la personnalité des autres. Donc voilà, je suis assez contente de voir qu'on ne raye pas comme ça, définitivement, certains cépages de la carte, mais qu'on les garde et qu'on a surtout envie de les faire revenir un peu au premier plan pour montrer qu'en fait s'ils étaient là, c'est qu'ils ont leur place. Il y a plein d'autres pays qui sont très attachés à leurs cépages autochtones. Je pense à l'Italie par exemple, je pense au Portugal, il y a certains cépages espagnols aussi qui ont leur place et qui sont faits pour être à l'endroit où ils sont. Ce sont en général quand même des pays plutôt chauds et la résistance à la chaleur, sans que ça bascule dans des alcools trop élevés, c'est un des gros critères soit de replantation, soit pour éviter d'arracher ces magnifiques cépages qui serait vraiment dommage d'éliminer parce qu'ils sont super. Est-ce que vous avez quelques questions avant que je vous laisse continuer votre soirée? Je vous remercie beaucoup en tout cas de m'avoir écouté. On continue, regardez bien le planning des lives du mercredi soir à 18h30. Merci de m'écouter. On va continuer à discuter autour du vin, autour des petites particularités, et moi j'aurai toujours beaucoup de plaisir à partager ce que je sais et à voir que vous êtes là et que ça vous intéresse. N'hésitez pas à partager les vidéos quand elles seront mises en ligne, et surtout passez une super bonne soirée et prions très fort pour que ce soir il n'y ait pas du gel encore en plus dans les vignobles qui sont déjà si touchés depuis 2 nuits. En tout cas, j'ai une énorme pensée à tous ces gens qui se battent et qui passent la nuit dans les vignes à essayer de lutter contre la nature qui n'est pas toujours gentille. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et à mercredi prochain, 18h30.